Bienvenue à tous au webinaire Le logement dans les Laurentides, comprendre les besoins, activer les leviers. Je suis Marie, agente de communication et de liaison à la Corporation de développement communautaire de la Rivière-du-Nord. Je suis accompagnée à l'organisation de ce webinaire de Maud de développement social Laurentide et Isabelle Poulain du 6 des Laurentides. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un programme là, double. Nous aurons deux présentations qui seront chacune suivies d'une période de questions. Gardez vos questions pour la fin. D'abord, nous avons Loïc, qui est agent de planification, de programmation et de recherche au sein de l'équipe de surveillance, recherche, évaluation de la Direction de santé publique. Il va nous présenter un portrait statistique en logement qui a créé pour la MRC de la Rivière-du-Nord en comparaison avec les données régionales. Il vous indiquera par la suite quand et comment vous pourrez consulter les portraits pour les autres MRC des Laurentides. Et ensuite, nous avons Yann, coordonnateur de l'équipe du développement chez Bâtir son quartier. Il va nous présenter les leviers à la disposition des municipalités pour favoriser le logement hors marché. Donc, on a une très belle programmation aujourd'hui et nous allons commencer par Loïc. Donc, en effet, comme on l'a dit tantôt, je suis Loïc Ndanga. Donc, moi, je suis de l'équipe surveillance, recherche et évaluation de la direction de santé publique du 6 des Laurentides. Donc, on a été approché justement pour faire une présentation sur le portrait du logement de la Rivière du Nord en comparaison avec celui de la MRC. Il faut savoir qu'on travaille en ce moment sur plusieurs documents, plusieurs outils en lien avec le logement. Donc, on va parcourir tout au long de cette présentation certains indicateurs, certains éléments à prendre en considération lorsqu'on parle de logement. Donc, on va aborder ça suivant plusieurs éléments, notamment la démographie, l'économie, l'offre en logement. Et on va finir également par des petites statistiques. Donc, au niveau de l'axe démographique de, euh, de, 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 de la MRC. Faut savoir que depuis 2025, là, on parle de projection de croissance. C'est des données de l'ISQ, donc basées sur le recensement de 2021. L'ISQ, de manière périodique, très régulière, va remettre à jour ces données statistiques en fonction des prévisions, en fonction de qu'est-ce qui est observé réellement dans la population, histoire de garder justement le plus proche de la réalité possible les informations et les statistiques qui vont être produites. Donc, on voit qu'entre 2025 et 2035, on s'attend quand même à une certaine croissance de la population dans la MRC Rivière-du-Nord. On parle d'une croissance de l'ordre de 10% en plus. Ça représente un peu plus de 15 500 personnes. Puis, si on veut regarder le poids démographique de cette population au sein de la région des Laurentides, en 2025, on estime environ à 22% le poids démographique de la MRC Rivière du Nord dans la région de Laurentides. Puis on voit qu'au niveau de ce poids démographique-là, à l'horizon 2035, ça reste sensiblement le même. Donc on passe de 22% à 23% de la population comme poids que la MRC, comme poids démographique de la MRC au niveau de la région. Puis on voit qu'on reste sensiblement dans les mêmes eaux. Faut savoir que depuis 2020-2021, on a connu une certaine croissance au niveau de la région des Laurentides qui se reflète justement au niveau de la MRC Rivière du Nord. Ben, on n'en dément pas. C'est un peu les mêmes tendances qui sont observées un peu partout dans les MRC de la région. Donc rapidement, pour faire le comparatif avec la région des Laurentides, on le voit là qu'en 2025 et 2035, on a une croissance de 6% de la population, une croissance projetée. On est quand même au-dessus dans la MRC. On est au-dessus à 10%, puis ça reste quand même autour des mêmes eaux. Donc, si on observe cette même croissance de la population, mais suivant les différentes classes d'âge ou les différents groupes d'âge, là, on observe que ben, les 20-64 ans, c'est vraiment le groupe d'âge où on a le plus de notre main ouvrière, si on va le dire ainsi. C'est vraiment là où on a le plus de travailleurs. Donc, si on porte une attention particulière aux 65 ans et plus et les 0-19 ans, c'est où on observe une certaine tendance au vieillissement de la population. Donc, en 2025, on estime environ à 21% le nombre de personnes de 65 ans et plus dans la MRC. Puis, on s'attend à ce que d'ici 2035, ben, que ce pourcentage-là soit proche du 25%. On est environ à 24% à l'horizon 2035. Et on observe on va dire, une inversion des tendances. Donc, dans les années 2025, on avait
on avait plus de jeunes de 0,19 ans dans la population que de personnes de 65 ans et plus. Puis là, on estime que d'ici 2035, cette tendance-là, elle va s'inverser et on va avoir davantage de personnes de 65 ans ou plus que de personnes de 0,19 ans dans la MRC. Puis cette tendance est un peu celle qui a été observée au niveau de la région, non seulement, mais également même au niveau des autres MRC, plus au nord, plus au sud de la région des Laurentides avec le temps. Donc, dans la région des Laurentides, en 2025, on le voit que les 65 ans et plus sont déjà supérieurs que les 0,19 ans, mais il faut savoir que ça, c'est tout récent. Parce que si on prend la donnée de 2023, par exemple, ou de 2022, on va réaliser que les 65 ans ou plus étaient encore moins nombreux que les 0,19 ans. Donc, c'est vraiment une tendance qui s'est fait remarquer au niveau de la région où on a un certain vieillissement quand même accéléré de notre population. Puis, la tendance qui va s'observer au niveau régional, ben, on la voit aussi au niveau des MRC et dans certaines municipalités également. Donc, nous, on aime souvent ça, un peu vous faire travailler lors des présentations. Fait que ici nous avons un extrait, on cherche une proportion, on cherche une statistique. C'est issu du portrait des personnes aînées du Québec, donc produit par l'Institut de la statistique du Québec en 2023. Euh, on va aussi par la même occasion essayer de démystifier un certain élément. Donc vous avez le chat de clavardage là. Moi je ne le vois pas, mais Maud peut-être pourrait me dire si c'est très actif à ce niveau-là. J'ai envie de dire à vos claviers. On a un petit 15 secondes pour essayer de démystifier cette proportion. Selon vous, ce serait quoi la proportion de personnes de 65 ans ou plus qui vit dans un ménage privé? Donc, faites-vous plaisir. Là, on veut vraiment voir qu'est-ce que vous pensez. C'est super variable. On a du 35%, 48%, 25%, 70%, 96%, 50%, 65%. Donc, ça va dans les deux Oh! extrêmes. Ben super, ben écoutez, c'est toutes des belles réponses. Ce qu'on comprend déjà d'entrée de jeu, c'est que il y a du monde justement qui choisissent de vivre dans des ménages privés. C'est pas tout le monde qui va être dans des logements collectifs. Et donc, comme on le disait plus tôt, ben, le portrait des aînés au Québec, il estimait justement à 91% le nombre de personnes qui vivent dans un ménage privé. Donc, on vient ici un peu démystifier cet élément suivant lequel personnes âgées et on a cette légende urbaine qui dit souvent personne âgée est égale à logement collectif. Ben, en fait, non, c'est pas le cas. La majorité des personnes âgées vivent dans des ménages privés. Donc, ceci nous appelle à justement penser à nos différents aménagements du territoire, à comment est-ce qu'on bâtit nos habitations, est-ce qu'elles sont adaptées pour ce type de clientèle-là également. Donc, si on continue de se concentrer sur ce groupe d'âge en particulier, les 65 ans ou plus, euh, la proportion de ménages dirigés par des individus de 65 ans ou plus, par des personnes de 65 ans ou plus en 2025, lorsqu'on projette cela par rapport à 2030, on voit qu'en nombre absolu, il y en a beaucoup à venir dans les villes de Saint-Jérôme, Saint-Colomban et Sainte-Sophie, logiquement, notamment. Cependant, lorsqu'on va regarder suivant la variation, donc comment est-ce que notre pourcentage va évoluer par rapport à 2025, on voit que c'est vraiment dans la municipalité de Saint-Colomban qu'on va avoir une plus grosse variation de cette population-là par rapport à ce qui est observé dans les autres municipalités. Saint-Colomban, Sainte-Sophie et également Saint-Hippolyte. On voit quand même qu'au niveau de la MRC, c'est quand même 18% de plus d'augmentation de ménages dirigés par une personne de 65 ans ou plus. Donc, on vient ici mettre justement un petit accent supplémentaire sur ce phénomène de vieillissement qui, qui est, comme j'ai envie de dire, quelque chose qui va devenir faire partie de de notre avenir, si je peux le dire ainsi. Donc, faut savoir que en 2025, ça représentait environ 29%. Donc, les ménages privés qui étaient dirigés par une personne de 65 ans ou plus, c'était environ 29% de l'ensemble des ménages de la MRC. Puis, on s'attend à ce que d'ici 2030, ben, ce pourcentage, il monte à environ 32% de ménages dans la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, par la suite, au niveau de la croissance du nombre de ménages privés entre 2025 et 2030,
On voit que ce soit au niveau de la région des Laurentides ou même au niveau de la rivière du Nord, de la MRC, on s'attend à une certaine croissance de nos ménages privés. Donc, si on revient à l'ensemble des ménages, plus uniquement ceux des personnes de 65 ans ou plus, mais vraiment l'ensemble des ménages dans la MRC, on estime à 7% la croissance des ménages dans la MRC. Puis lorsqu'on essaie d'observer cela selon les municipalités, on voit que ça va beaucoup varier d'une municipalité à l'autre. Donc, au sein de la MRC, dépendamment qu'on se trouve à Saint-Colomban ou à Prévost ou à Saint-Hippolyte, ben, ça va être des quantités différentes de ménages qu'on estime avoir d'ici 2030. Et on voit en proportion là ce que ça représente pour chacune des municipalités, cette croissance-là. On remarque quand même à Prévost, c'est 3% de plus de croissance de ménages privés. Ça reste inférieur à ce qui est observé au niveau de la région des Laurentides, inférieur à ce qui est observé au niveau de la MRC Rivière du Nord. Ça nous met un peu la puce à l'oreille comme quoi dans une municipalité comme celle-là, c'est du monde déjà bien installé. C'est des gens qui sont là depuis un certain temps, déjà ancrés, des personnes qui sont bien installées depuis un certain temps. Puis il n'y a pas nécessairement un renouvellement de cette population-là ou alors de nouvelles entrées. Cependant, dans des autres municipalités, on le voit quand même là que, on a une croissance du nombre de ménages privés à en venir. Donc, alors, sans surprise, la répartition des ménages privés selon la taille du ménage, sans surprise de se rendre compte que plus on a de personnes dans un ménage, ben, moins la proportion va être importante. Au niveau de la MRC, tout comme au niveau de la région, c'est principalement des ménages de 2 personnes, mais on y trouve aussi des ménages d'une personne et des ménages de 3 personnes. Donc, on joue beaucoup autour de ces quantités-là. Selon le mode d'occupation, c'est environ un ménage sur 3 dans la région de Laurentides qui est un ménage locataire. C'est une tendance un peu similaire à ce qu'on observe dans la MRC Rivière du Nord. On est rendu à environ 36% des ménages qui vont être des ménages locataires. Quand même savoir ici que la majeure partie des ménages locataires de la MRC vont être localisés dans la ville de Saint-Jérôme. Donc, c'est vraiment à Saint-Jérôme qu'on va avoir la majeure partie de l'offre en logement, en logement locataire. Et au niveau des proportions, on le voit que pour Saint-Jérôme, c'est un ménage sur 2, quasiment, qui est un ménage locataire versus un ménage propriétaire. Puis dans les autres municipalités de la MRC, ça reste vraiment très varié. On parle de 13% à Saint-Colomban, 15% à Saint-Hippolyte et 21% autant pour moi à Sainte-Sophie. Donc, ceci me permet de clôturer la section sur la démographie. Et on se souvient tantôt, on disait qu'on allait l'aborder suivant différents axes, l'axe démographique, l'axe économique, et parle aussi un peu de l'offre en logement. Donc, une fois de plus, nous, on aime ça, vous faire travailler, vous faire réfléchir avec nous dans ce qu'on fait. On cherche une fois de plus une proportion d'adultes du Québec qui ont déclaré qu'il a été difficile de répondre financièrement à au moins un besoin de base. Donc, on parle ici de logement, de transport, de nourriture, de vêtements, de téléphone ou d'Internet au cours des 3 derniers mois. Il faut savoir que c'est ici une enquête faite par l'Institut national, un sondage, autant pour moi, fait par l'Institut national de la santé publique du Québec le 13 septembre 2025. Les données ont été publiées au mois d'octobre 2025, où il y a plusieurs questions qui étaient posées. Et entre autres, ben, on permettait d'aller regarder c'est quoi le stress financier lié au logement qui est subi par les ménages, par les adultes du Québec. Donc, à vos claviers, une fois de plus, je sais pas si Maud, ça a déjà commencé à rentrer. Oui, c'est encore très varié. On a des 35, 45. On a un 29,2. Je ne sais pas si cette personne-là Wow. était très au courant. 39, 60, 75, 33. Fait que ça aussi, très varié. OK, super, mais c'est de beaux résultats et je suis content d'entendre ces réponses-là. Ce que ça nous dit surtout, c'est que on est tous d'accord qu'il y a un certain stress financier justement qui est lié au logement et on a tous connaissance de cet enjeu-là. Le 29,2, il était vraiment très, 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 très précis parce que c'est effectivement la proportion justement d'adultes du Québec qui ont déclaré qu'il était difficile justement de répondre financièrement à au moins un besoin de base. Donc, on parle vraiment là des besoins de base liés à un logement. Donc, ça nous permet de faire le lien sur les personnes qui vont vivre sous la mesure de faible revenu avec impôt
Il est important à cette étape-ci de mettre en parenthèse, j'ai envie de le dire ainsi, certains éléments qu'on va aborder dans les prochaines diapositives. On parle des données du recensement de 2021. Et pour les données du recensement de 2021, l'année financière qui est étudiée, c'est l'année de 2020. Donc, on s'entend que depuis 2020, les choses ont beaucoup évolué. Il y a eu la pandémie de Covid, il y a eu l'inflation, il y a eu, en ce moment, on parle de la guerre tarifaire entre les États-Unis et le Canada, qui ont toutes eu des répercussions sur le pouvoir financier, sur la capacité financière des ménages, sur le pouvoir d'achat des ménages. Et donc, on est conscient que quelque part, la situation est potentiellement devenue plus complexe ou plus importante que qu'est-ce qui est présenté dans ces données-ci. Donc, on a tous hâte au prochain recensement qui aura lieu l'année prochaine parce qu'au moins là, on va pouvoir avoir des données qui vont dater d'événements, ben, d'après tous ces événements-là. Donc, des données un peu, qui vont davantage refléter la réalité. Mais quand même, on le voit que, malgré ces limites-là, c'était déjà pas mal de ménages qui étaient concernés par l'enjeu, dont des personnes qui vivent sous la mesure de faible revenu après impôt dans la région. Et dans la MRC, c'est environ 15 000 personnes. Et la majorité de ces personnes-là étaient localisées justement à Saint-Jérôme, où on a environ 10 000 sur l'ensemble des 15 000 personnes qui sont concernées par la situation. Donc, on voit quand même que c'est plusieurs personnes, plusieurs personnes qui vont être soumises à ce stress financier-là. Il est bon de noter également que les 65 ans ou plus ont été disproportionnellement affectés financièrement par ces différents éléments. On le sait, pendant la COVID, les aides gouvernementales ont affecté disproportionnellement les groupes d'âge plus aînés qui étaient moins favorisés de par ces aides financières-là que les autres. Puis, on le voit qu'en ce moment, c'est environ un aîné sur cinq qui présente justement une proportion, ben, qui vit sous la mesure de faible revenu après impôt au niveau de la MRC. Par la suite, on a, pour les besoins du ministère le ministère des Affaires municipales et de Mamache, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, pour les besoins du Mamache, il y a eu l'Institut de la statistique du Québec. Il a conçu un indice qui permettait de mesurer une fréquence de manière régulière le niveau de vitalité économique des municipalités et des MRC. Donc, ici, on a la donnée de 2022 sur ce niveau de vitalité économique, qui en gros, c'est un indice, en gros, c'est des moyennes de variables normalisées. Donc, on va regarder trois indicateurs en particulier: le taux de travailleurs de 25-64 ans, le revenu total médian des particuliers 18 ans et plus, mais également le taux d'accroissement naturel moyen de la population sur les 5 dernières années. Donc, on va regarder ces trois différentes variables-là, puis en fonction de la valeur qui va être obtenue, il va y avoir un système de cotation, si je peux le dire ainsi. Puis ensuite, on va faire une moyenne de ce système de cotation-là. Donc, on le voit que dans la MRC Rivière-du-Nord, on est quand même la troisième MRC de la région à 6,1, avec un indice de vitalité économique à 6,1. Mirabel, 21,5. On n'est pas vraiment, ben, moi, je suis pas vraiment beaucoup surpris qu'il soit à ce niveau-là et qu'il se démarque à ce point de la région quand on connaît tous les investissements qu'il y a en ce moment dans Mirabel avec les constructions et autres. Donc, mais on le voit qu'au niveau de la région, ça varie quand même beaucoup. Puis, dans la MRC, quand on essaie d'exploser cet indice-là selon les municipalités pour voir ça ressemble à quoi à l'échelle de nos municipalités, on le voit aussi que d'une municipalité à l'autre, ben, on va avoir un indice totalement différent et il y a quand même une certaine variabilité. Donc, par la suite, on a, pour rester dans la thématique financière, donc le revenu, les ménages qui vont consacrer 30% ou plus de leur revenu aux frais de logement. Dans la région des Laurentides, on voit qu'il y a une certaine disparité entre les locataires et les propriétaires. Cette disparité va être la même qu'on va aussi être observée au niveau de la MRC et même au niveau des municipalités. Quand on va pousser plus loin, on va toujours remarquer les locataires sont davantage plus enclins à consacrer 30% de leurs revenus ou plus au logement par rapport aux propriétaires. Donc, au niveau de la MRC, on parle d'environ de 6 635 ménages concernés par cet enjeu.
Puis, lorsqu'on va essayer de regarder cela, selon les municipalités, une fois de plus, on le voit que c'est en moyenne un ménage locataire sur cinq qui va être concerné par le problème. Ça varie beaucoup d'une municipalité à l'autre. Et une fois de plus, la ville de Saint-Jérôme, ben, faut aussi noter qu'il faut aussi savoir que c'est à Saint-Jérôme qu'on retrouve l'ensemble de l'offre ben, la majeure partie de l'offre en logement locatif dans la MRC. Donc, la ville de Saint-Jérôme va quand même avoir, un nombre non négligeable de ménages, je pense, confrontés à cette situation, surtout sur l'ensemble de ce qui est observé dans la région. Sur la base de cet indicateur, le 30% ou plus de revenus, on va aller sortir la proportion de ménages qui vont dépenser plus que 50% de leurs revenus. Et lorsqu'on va aller sortir la proportion de ménages qui dépensent plus que 50% de leurs revenus disponibles, justement, euh, aux frais de logement toujours, on va se rendre compte que dans la MRC, c'est environ un ménage locataire sur 10. Donc, on parle environ de 10% de la population des ménages locataires qui vont être confrontés à cet enjeu. Donc, on parle d'un ménage qui a des besoins impérieux. On entend par besoins impérieux en matière de logement, un ménage dont le logement va être considéré inadéquat, inabordable ou d'une taille non convenable. Donc, il y a l'un de ces critères-là qui doit être respecté. Mais en plus de ça, il faudrait que le niveau de revenu du ménage soit insuffisant pour permettre de payer les frais de logement, d'un logement approprié et adéquat dans sa communauté. Donc, on le voit une fois de plus, une certaine disparité dans la région des Laurentides entre les propriétaires et les locataires lorsqu'on parle de ceux qui présentent des besoins impérieux en matière de logement. Et cette disparité se reflète également au niveau de la MRC. Donc, on va le voir que les locataires vont davantage être concernés par l'enjeu. Puis, lorsqu'on va regarder cela selon les municipalités, également encore dans les ménages locataires dans nos municipalités, on va le voir que ça varie beaucoup d'une municipalité à l'autre, de 8% jusqu'à plus que 21, jusqu'à 21% pour la municipalité de Saint-Jérôme. Hum, Par ailleurs, il faut savoir que sur la base du dernier recensement, c'est environ 5% des logements qui nécessitaient des réparations majeures. Donc, on parle environ de 3070 logements et environ 2,8% des logements qui étaient de taille non convenable dans la MRC. Donc, on parle environ de 1740 logements. Faut savoir aussi que ça, c'est une donnée non représentée, là. C'est vraiment c'est vraiment plus à la présentation. Donc, les données de l'enquête canadienne sur le logement en 2022 montraient que les ménages avaient des besoins impérieux en matière de logement pour différentes raisons, dont entre autres l'abordabilité dans 88% des cas, la qualité du logement dans 16% des cas et la taille du logement dans le 9% des cas restants. Donc ici, on a une carte de la défavorisation, le panorama de la défavorisation matérielle et sociale dans la MRC Rivière du Nord. Donc, faut savoir que l'indice de défavorisation sociale et matérielle a été développé par l'INSPQ et c'est un indice qui va varier d'une défavorisation à la fois matérielle et sociale, on parle du MAUF, à une défavorisation matérielle, excusez-moi, des secteurs géographiques défavorisés matériellement et socialement, à des secteurs géographiques matériellement et socialement plus favorables. Ça, on parle du vert foncé. Les zones dans le jaune vont plus être des zones des moyennes, où on est dans les moyennes avec la région. Et dans l'orangé, on va avoir des secteurs géographiques où la défavorisation matérielle qui sont plus défavorables matériellement, tandis que dans le bleu, on va avoir des secteurs géographiques qui sont plus défavorables socialement. Donc, ça nous donne une petite idée de ça ressemble à quoi dans la MRC, l'indice de défavorisation. Puis on le voit qu'on a beaucoup de mauves dans la municipalité de Saint-Jérôme, dans la ville de Saint-Jérôme, notamment où il y a les grands centres urbains, dans le grand centre autour de la vieille gare aussi. Puis, faut savoir que dans Saint-Jérôme aussi, c'est là où on va avoir beaucoup d'offres d'organismes d'aide. Et c'est aussi là qu'on va avoir beaucoup d'offres en termes de logement locatif. Donc, c'est aussi des zones comme ça qui vont souvent attirer une certaine type de population qui va être dans le besoin
Et donc, ça peut aussi, entre autres, se traduire par des cartes comme celle-là. Donc, ceci mettait un thème sur notre section sur l'offre économique dans la région. Donc, pour parler un peu de logement dans la rivière, dans la MRC Rivière du Nord, euh, on construit, c'est vraiment partagé dans la région, c'est principalement du logement de l'unifamilial qui va être construit dans la région, dans la MRC autant pour moi, selon les différentes municipalités, mais on retrouve aussi on retrouve quand même des appartements qui sont aussi construits et du jumelé dans certaines municipalités. Saint-Jérôme va être celle vraiment où on va retrouver de tous les différents types de constructions. C'est aussi la municipalité dans laquelle, bon, les constructions d'appartements vont être supérieures aux constructions d'individuels. Et on peut aussi croire là-dedans que l'appartement, ça inclut, oui, du propriétaire, mais aussi, oui, du locatif. Puis, de manière générale, dans la MRC, c'est environ une résidence sur deux qui va être une maison individuelle. Donc, par ailleurs, on a quelques données de la SCHL au niveau du parc de logements abordables disponibles ou en cours de réalisation. Il faut savoir que les données au niveau de la SCHL va présenter les données pour des programmes qu'elle subventionne ou a émis des promesses de subvention. Donc, tout ce qui est subventionné par le fédéral ou qu'est-ce qui est subventionné par le privé, on ne va pas le retrouver dans ces données-là. Mais selon la SCHL, justement, c'est environ 1117 logements HLM qu'on aurait dans la MRC, environ 708 logements participant au programme de supplément de loyer. Donc, au niveau des mises en chantier par marché visé en 2024, au niveau de la MRC, on voit qu'il y a un peu de tout qui a été mis en chantier. On voit la ventilation également suivant chacune des municipalités pour obtenir les totaux qu'on a en ce moment. C'est environ un logement sur deux, les mises en chantier dans les mises en chantier qui est un logement locatif au niveau de la MRC Rivière du Nord. Précise toujours, c'est les données encore une fois de plus de la SCHL portrait sur l'information sur le marché de l'habitation. Donc, au coût moyen du loyer dans les municipalités de la MRC Rivière du Nord, c'est vraiment tout loyer confondu. On se rend compte que, bon, déjà pour certaines municipalités, on n'a pas de données disponibles. C'est un peu ce qui arrive souvent lorsqu'on parle de logement, c'est qu'on fait face à un manque de données. Donc, quand on parle de logement, d'enjeux liés au logement, mais de manière unanime, on a dépassé le 1000 $ au niveau du coût moyen du loyer dans la MRC. Saint-Jérôme à 1081, mais Sainte-Sophie à 1247 $ le mois. Donc, ça, c'est les données qui datent d'octobre 2024. Et au niveau des taux d'inoccupation dans les municipalités de la MRC, euh, on le voit qu'on est loin des taux d'inoccupation qui ont souvent été observés avant la pandémie, dans les années 2019 à 2020. On voit qu'on avait des taux d'inoccupation vraiment élevés, puis avec la pandémie de COVID-19, puis avec dans les années 2020, on avait vu cette chute drastique-là et historique des taux d'inoccupation qui frôlait le zéro dans plusieurs municipalités, dans plusieurs villes. Et donc, le constat est fait que depuis qu'il y a eu cette chute de taux d'inoccupation, euh, qu'on a frôlé le zéro, ça peine, ça a du mal à remonter. Puis depuis plusieurs années, là, on voit que le taux d'inoccupation est toujours inférieur à 1% dans plusieurs des municipalités de la région. Donc, il y en a même des municipalités où on est à 0% carrément. Un bel exemple serait celui de Prévost, où depuis 2020, on a touché le 0% en termes de taux d'inoccupation et on y est toujours. Donc, ça reste quand même légèrement variable dans chacune des municipalités, mais ça reste encore vraiment très, très, très bas, historiquement bas. Donc, ceci met un terme un peu à la section données que j'avais à vous présenter cet après-midi. Donc, à retenir globalement au thème de la présentation, c'est on a une croissance anticipée de la population d'ici 2035, plus particulièrement chez les 65 ans et plus. On a une croissance anticipée du nombre de ménages privés d'ici 2030. Donc, le nombre de logements locatifs est principalement concentré à Saint-Jérôme. Euh, les ménages locataires, on l'a vu à plusieurs égards que les locataires consacraient une plus grande part de leurs revenus au logement comparativement aux propriétaires et également qu'ils présentaient des besoins impayés en matière de logement plus importants.
vis-à-vis des ménages propriétaires. Puis on venait de le voir sur la diapo précédente que nos taux d'inoccupation restent encore quand même très bas depuis qu'est-ce qui a été observé depuis le début des années 2020. Donc, quelques limites au portrait qui ont été présentées quand même tout au long. On parle des données du recensement de 2021, puis on est conscient que depuis 2021, la situation a beaucoup évolué. Et en fait, on a tous hâte au prochain recensement. Ça, c'est comme ça que je peux le dire. Également, c'est des données de la SCHL. Donc, elles sont disponibles seulement pour des municipalités de 10 000 habitants ou plus. Et on a peu ou très peu de données disponibles sur le logement. Puis, par ailleurs, on a quand même le revenu de l'année 2020 qui a été considéré. Ça vient aussi du fait que, on parle des données du recensement de 2021. Et donc, on sait qu'il y a eu beaucoup de changements dans le temps depuis les années 2020 et depuis le dernier recensement. Donc, pour rester informé, euh, il y a un code QR qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez, via votre téléphone cellulaire, scanner ce code. Ça va vous conduire directement sur notre page, notre section du site Internet, où nous vous invitons à vous abonner à nos productions pour ne rien manquer, car justement, il y a des travaux qui sont en cours, entre autres des infographies, dont 8 au total, sur des données clés sur le logement. Là, on vous a présenté MRC Rivière-du-Nord et MRC Antoine Labelle, ces deux petites images, parce que c'est les deux qui sont pas mal déjà bien avancées à date. Mais ça, c'est des données qui vont arriver d'ici la mi-janvier. Donc, c'est quelques données clés sur le logement qui permettraient d'aller documenter davantage cet enjeu à l'échelle des MRC de la région. Donc, je pense que ceci conclut ma présentation. Great. Donc, Yann, je te passerai la parole. Donc, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. J'ai vu là plusieurs visages que je commence à reconnaître d'une rencontre à l'autre. Donc, pour certains, ça va peut-être être de la redite. Pour d'autres, ben, tant mieux si c'est de la nouvelle information. Mon nom, donc, Yann Omer-Cassin. Je suis le coordonnateur de l'équipe de développement au groupe de ressources techniques Bâtir son quartier. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter vite vite ce que nous, on est dans la vie, mais surtout de présenter les différents leviers qu'on peut retrouver dans les différentes municipalités, petites ou moins petites. Puisque les municipalités sont des alliés dans le développement de projets de logement social et communautaire, on pourrait en parler en long, en large, en travers, on pourrait parler de tenure, on pourrait parler de de taille de projet, de programme de financement. L'objectif, c'est vraiment de faire un survol, si j'ai bien compris la commande. Donc, allons-y gaiement. Donc, bâtir son quartier, qui sommes-nous? Donc, on est un groupe de ressources techniques qui sommes nés en 1976. On est une entreprise d'économie sociale. Notre objectif, c'est d'accompagner des organismes à but non lucratif spécialisés en offre de logements abordables, des coopératives d'habitation, puis parfois même des offices d'habitation dans le développement et la réalisation de leurs projets immobiliers. On est une équipe on est rendu 70 employés. C'est très multidisciplinaire dans notre équipe. Donc, dans mon équipe de développement, on est 20. On a une vingtaine de personnes en charge de projet. On a des formateurs, formatrices, une grosse équipe d'administration aussi. On a fait à ce jour à peu près 16 000 logements, principalement à Montréal, Laval et Longueuil. Puis on a fait aussi des projets non résidentiels ou des projets mixtes. Là, souvent, ce qui arrive, c'est on fait des CPE ou on relocalise des organismes communautaires qui ont besoin de se relocaliser ou des entreprises d'économie sociale qui ont besoin de bureaux. Puis, ben oui, on a effectivement une petite spécialité, c'est qu'on a eu travaillé à travers tous nos projets, on a fait aussi quelques projets de requalification d'immeubles patrimoniaux, principalement des bâtiments conventuels, donc pas des églises, là, pour ceux qui disent, hey, on peut-tu faire un projet avec des églises? Non, ben oui, mais c'est beaucoup plus compliqué que des projets, des bâtiments conventuels, là, style maison-mère de congrégation religieuse. Euh, Là-dessus, rapidement, on a intégré plus récemment, pour ceux qui ne le savent pas, le GRT de Laval et des Laurentides, le groupe Réseau 2000+, l'an dernier.
L'expertise de développement de projets à Laval et dans les Laurentides est maintenant arrivée dans notre organisation. Puis, ben, c'est quand même une grosse bouchée à prendre, là, en toute honnêteté. L'écosystème des Laurentides, de 8 MRC, de la dynamique diverse et variée, ça prend un certain temps à la comprendre. Puis, le mode de réalisation des projets n'est pas toujours aussi simple. On n'a pas besoin de faire nécessairement à tout coup des projets de 380 unités de logement. On peut faire des projets adaptés à la taille des municipalités dans lesquelles on atterrit. Donc, on a quand même un défi de bien comprendre comment fonctionne chacun des écosystèmes. Euh, Bâtir son quartier gère aussi deux fonds. J'y vais rapidement là-dessus parce que c'est pas le sujet, là, mais juste pour vous dire, dans nos cordes, on a mis sur pied en 97 le Fonds d'investissement de Montréal, qui est un fonds à capital patient. Je n'irai pas dans le détail ici, mais c'est une forme de prêt qui nous permet principalement de faire de l'achat-rénovation. Donc, c'était surtout pour des projets des ensembles immobiliers existants qu'on souhaitait retirer du marché spéculatif pour maintenir l'abordabilité dans le temps. Donc ça a été le premier fonds qu'on a mis sur pied. Le second est le fonds d'acquisition de Montréal, là. Il s'appelle comme ça, mais maintenant il est utilisé à travers différents projets qu'on réalise dans la CMM. Le fonds d'acquisition de Montréal sert principalement sous forme de prêts très court terme, 2 ans, renouvelables, là, une année ou deux, nous sert à acquérir des propriétés pour y réaliser des projets immobiliers communautaires, donc principalement du logement. Dans le cas où on a, par exemple, un risque de perdre une offre d'achat. Donc, je dépose une offre d'achat, j'ai un groupe porteur prêt à développer un projet immobilier, mais je vais avoir un temps nécessaire pour attacher le financement de mon projet. Sécuriser la propriété devient névralgique. Donc, l'objectif du FAM, c'est de nous permettre de sécuriser la propriété, la détenir, puis développer dessus, plutôt que de perdre l'opportunité immobilière et toute l'énergie qu'on a déployée. Bâtir son quartier a une société apparentée qui s'appelle Gérer son quartier. Gérer son quartier est une société qui détient à l'heure actuelle 1000 unités de logement. Donc, elle est elle-même propriétaire de 1000 logements, principalement des unités justement qu'on a acquis dans le cadre de projets de type achat-rénovation. On est en train d'en réaliser d'autres sous forme construction neuve. Puis, Gérer son quartier est actuellement aussi gestionnaire immobilier. Donc, il accompagne plusieurs unités de logement, c'est-à-dire plusieurs organisations à travers Montréal qui offrent du logement social et communautaire, mais qui ont besoin d'un accompagnement en gestion immobilière, donc tenue de livre, conciergerie, entretien, réparation, code, tribunal du logement, etc. Donc, ça nous permet d'avoir au sein de notre équipe, au fond, à la fois les compétences de développement et de réalisation de projets, de financement, puis les compétences d'exploitation d'immeubles, de compréhension, d'atterrissage dans les quartiers, les communautés où on développe nos projets. Gérer son quartier est composé d'une équipe d'à peu près 40 employés. Un petit mot sur le contexte rapidement. Donc, on a vu ces dernières années un retour du financement fédéral plus actif. Le gouvernement du fédéral faisait des transferts d'argent au provincial, principalement dans des programmes de financement provincial, puisqu'au Québec, on a la Société d'habitation du Québec qui est un allié dans le développement de logements sociaux et communautaires. Le retour du gouvernement fédéral, donc sous forme de programmes de prêts et de contributions à travers l'adoption de la stratégie nationale du logement. Avec le gouvernement Carney, donc on a annoncé Maison Canada plus récemment. On vient d'annoncer 13 milliards sur les 5 prochaines années. Donc, ça a une incidence sur le rôle des différents paliers de gouvernement. On est bien content d'avoir de l'argent du fédéral. Le défi qui vient avec, c'est s'adapter aux règles d'accès au financement du fédéral. Euh, la chute du marché du condominium est un élément à prendre en considération. Nous, on ne fait pas d'accès à la propriété, mais le contexte est important. Tous les gens qui n'ont
qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers d'acquérir une unité de type condominium ou une unité privée parce que le marché s'est écroulé dû à la difficulté d'accéder à des capitaux. Ben, se retourne vers du logement locatif. Donc, un, ça met de la pression sur le logement locatif. Deux, ça amène aussi des promoteurs immobiliers privés qui savent faire ça dans la vie, construire, développer, vendre des unités, se mettent eux aussi à se tourner vers le logement abordable. Bien entendu, à travers tout ça, ben, à chaque année qui passe, le coût de construction des immeubles ainsi que la hausse de la valeur des propriétés a une incidence sur la viabilité des projets qu'on réalise, donc complexifie année après année la manière dont on peut allier financement public et prêt hypothécaire. Donc, ça fait partie des défis puisque notre objectif est quand même de toujours offrir du logement abordable. Parlant de logement abordable, avec l'arrivée du fédéral, puis le changement de paradigme quant aux populations qu'on veut desservir, on se trouve aujourd'hui avec plusieurs définitions du logement abordable, celles proposées par le fédéral qui sont en gros déterminées sur les revenus des ménages, celle du gouvernement provincial qui a une autre définition, les municipalités aussi, etc. Donc, on a un petit défi d'arrimage, en fait, je vais le synthétiser comme ça, sur ce qui est, sur ce qui est la définition de logement abordable et qui est-ce qu'on dessert, en fait, qui est au fond la clé ici, qui est-ce qu'on dessert. Donc, dans la présentation précédente, on a vu les taux d'inoccupation sont vraiment très, très bas. Euh, la croissance du logement multilogement dans les municipalités est variable, donc il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se loger. Puis, ben, on veut s'assurer que le financement public, peu importe le palier de gouvernement, puisse d'abord répondre aux ménages qui sont à faible et moyen revenus. Puis là, ben, comme je l'expliquais, plusieurs partenaires financiers sont dans l'aventure aujourd'hui. Donc, il y a un enjeu d'arrimage là, des différents programmes et de leurs clés d'entrée qui rend notre boulot au quotidien un petit peu plus complexe. Ceci dit, la crise de l'abordabilité et la crise du logement, mais surtout la crise de l'abordabilité, a ça de bien, je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas la bonne formulation, mais ça de bien d'avoir rallié tout l'écosystème de l'habitation hors marché au Québec autour d'une cible qui commence à faire consensus, c'est-à-dire qu'on puisse viser d'ici 2050 20% de logements hors marché, c'est-à-dire abordables et portés par des entités qui vont garantir l'abordabilité dans le temps pour les ménages qui y sont logés. Donc, c'est quand même un défi de taille. Là, on a vu justement la proportion de logements qui répond aux ménages tu sais, qui ont des besoins impérieux, c'est quand même pas énorme d'une MRC à l'autre dans les Laurentides ou d'une région à l'autre au Québec. On est entre 5 et 7 la cible de 20 ça donne le ton sur l'ambition qu'on a. Vite, vite, là, donc, tantôt, je parlais de la configuration de nos montages financiers pour réaliser nos projets. Donc, le fédéral a plusieurs outils. La SCHL, évidemment, un partenaire privilégié sous forme de subvention de prêt. Il y a de l'assurance prêt. Maison Canada vient d'ouvrir les vannes et nous demande de déposer des projets sous forme de portefeuille. Donc, on va avoir à comprendre un peu la logique financière que Maison Canada va avoir. Au Québec, il y en a qui ont peut-être connu le programme Axélogie qui a malheureusement euh, est fermé. Et puis, depuis 2, 3 ans, on travaille avec le programme d'habitation abordable Québec et son petit-neveu, le programme de financement de l'habitation qui est du prêt. Le Québec a demandé de l'aide au Mouvement des Jardins, au Fonds immobilier de la FTQ ainsi qu'à Fonds d'action pour pouvoir développer plus de chevaux vapeur, d'énergie disponible pour financer des projets toujours dits abordables.
Et les municipalités, on va y revenir, sont des alliés dans le montage financier puisque dans 99% des cas, on va leur demander une forme d'aide financière ou autre parce que les moyens sont divers et variés. Puis, dans la plupart des projets qu'on réalise, là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui oublient, mais les entités qu'on accompagne sont autonomes et sont autonomes financièrement aussi. Donc, elles doivent assumer une part du coût de réalisation à travers un prêt hypothécaire ou du capital patient, qui est une autre forme de prêt. Ce qui veut donc dire que les revenus qu'elles perçoivent sous forme de loyer doivent leur permettre d'assumer à la fois des charges d'exploitation, administration, entretien, conciergerie, mais aussi un service de la dette. Donc, pour ceux qui croient encore qu'aujourd'hui, on fait du logement social et communautaire avec que de la subvention, c'est erroné. En fait, la tendance va vers de plus en plus de contributions financières, de plus en plus de financement sous forme de prêts et de moins en moins de subventions par unité de logement, compte tenu que les coûts de réalisation continuent de progresser. Qu'est-ce que les municipalités, donc l'essence de la discussion d'aujourd'hui, c'est quels sont les outils des municipalités? Puis là, j'ai vu qu'il y a plusieurs acteurs autour de la table qui sont soit maires ou mairesses ou qui sont des gens qui travaillent au niveau des MRC, donc n'hésitez pas à renchérir. J'invente rien ici. Les municipalités ont beaucoup d'outils dans leur coffre à outils pour nous aider à réaliser des projets d'habitation. Et ben, les moyens, les leviers sont différents selon qu'on travaille dans des petites municipalités ou dans des grosses municipalités. Donc, c'est ce qu'on va explorer là, rapidement. Je ne suis pas un spécialiste de politique municipale. Je sais par contre qu'à travers nos montages financiers, on accède à différents outils. Souvent, on les combine ensemble pour nous aider à réaliser nos projets. Donc, au niveau politique, ben, on imagine bien, plusieurs municipalités ont mis ou vont mettre des plans d'action ou des politiques municipales d'habitation. Elles sont de plus en plus inclusives, là, c'est-à-dire elles vont viser à la fois à déployer plus d'unités de logement tout acabit sur leur territoire, puis parfois elles vont même désigner une place de choix pour du logement abordable sur leur territoire, question d'avoir un certain équilibre, de maintenir une offre de logement pour des populations ouvrières ou des populations à faible et moyen revenus. Il y a 1000 modèles qui existent, là. Les villes sont pas là pour dicter la tenure comme telle, coop, OBNL, Office, fiducie ou autre, mais elles sont là pour encourager une place, là, et pour suggérer une place, bien entendu, euh, de, de logement social et communautaire. Euh, ben, évidemment, là, on l'a vu, là, les CIUS, par exemple, ou la Direction de la santé publique, ou même les municipalités ou les MRC sont capables de colliger de l'information pour avoir un portrait plus clair. Euh, Pensons à des enjeux d'itinérance, d'accumulation compulsive, pensons aux besoins pour des populations aînées, ou dans d'autres municipalités ou MRC, on va identifier d'autres enjeux. Ça pourrait être de retenir nos familles ou nos travailleurs dans le tourisme ou faire une place pour des gens, tu sais, des gens qui ont des enjeux de santé mentale puis qui sont plus ou moins bien desservis. Donc, au fond, ces diagnostics-là sont mis en place par différents acteurs dans les municipalités. Souvent, les municipalités, ça fait partie des outils qu'ils ont besoin. Pour nous, quand on développe des projets, ça fait partie aussi des outils auxquels on va se référer pour s'assurer, et ce ne sera pas les seuls, hein, mais pour s'assurer que nos projets atterrissent et répondent à des besoins. Évidemment, l'autre élément, l'autre ingrédient, puis pour nous, à bâtir son quartier, c'est vraiment important de travailler donc avec les concertations locales. On le fait de manière historique ici à Montréal, puis on essaie de le faire, de bien comprendre comment les concertations fonctionnent aussi en région. Euh, Voir au fond, les concertations où s'assoient des organismes communautaires, c'est les yeux et les oreilles des besoins nommés dans les collectivités. C'est l'endroit où on est en mesure de bien cerner
c'est un des endroits privilégiés où on est en mesure de bien cerner les besoins, puis de dire, bon, on constate qu'on a un essoufflement avec nos porteurs, par exemple, qui accompagnent des aînés. On aurait besoin de mettre une RPA sur pied dans notre MRC. Ou bien c'est un endroit où on va discuter d'enjeux d'itinérance, de halte de chaleur jusqu'à un refuge transitoire, un projet de logement transitoire. Donc, tous les acteurs autour de la table de concertation dans une collectivité sont là pour amener de l'eau au moulin, puis éventuellement prioriser des projets. Donc, pour nous bâtir, travailler avec des communautés et des municipalités pour nous assurer que nos projets sont en adéquation avec le milieu, avec les besoins nommés par des organismes, c'est clé. Oui, on développe des projets avec des promoteurs immobiliers, puis on va parachuter parfois des projets, puis on va ensuite s'assurer avec l'opportunité immobilière d'appareiller le projet à des besoins, mais la grande majorité de nos projets, c'est plutôt grassroots up, donc on part des besoins, puis on développe des projets. Dans les municipalités, bien évidemment, il y a des ressources qui sont dédiées au renforcement de l'expertise des municipalités sur les questions de l'habitation, la manière dont on finance, dont on réglemente, dont on fait de l'accompagnement. Donc, selon les municipalités, il y a des ressources et elles sont précieuses. Donc, ça devient des alliés pour nous permettre de bien comprendre le tissu, le cadre réglementaire, puis voir comment on peut manœuvrer à travers ça. Euh, tu sais, toujours dans nos outils politiques, il y a des municipalités qui se sont créées aussi une espèce de réserve foncière, donc de terrains et d'immeubles qui pourraient éventuellement être convertis vers du logement social et communautaire ou bon, du logement abordable là, dans un cadre plus large. Les villes peuvent constituer une réserve foncière pour toutes sortes de raisons, des garages de voirie, un parc, des parcs municipaux, mais ont le pouvoir aussi de se constituer une réserve pour éventuellement céder ou vendre des propriétés dans le but de faire du logement social et communautaire. Au niveau des outils financiers, le petit encadré jaune ici est un rappel d'un élément important là, qui va venir justifier plusieurs outils financiers que les municipalités ont. Euh, Lorsqu'on accède à du financement provincial pour réaliser nos projets, de manière générale, là, je le fais de manière générale, le gouvernement du Québec ou ses alliés, là, tout à l'heure je parlais de Desjardins, le Fonds immobilier de la FTQ, la CSN, va exiger que contre contribution provinciale, la municipalité va contribuer à hauteur de entre 15 et 20 du coût de réalisation. Et elle peut le faire de différentes manières, ce n'est pas exclusivement financier. Donc, au fond, c'est un peu une exigence que le gouvernement provincial a depuis longtemps que de demander une contribution de la part du milieu. Ici, petite parenthèse, le milieu est effectivement généralement la municipalité, mais pas exclusivement. Euh, Par le passé, on avait tendance à dire, ben, ce n'est que les municipalités qui ont la responsabilité de contribuer à hauteur de 20 du coût de réalisation. On pourrait rajouter dans la définition du milieu une entreprise, une fondation, d'autres organisations qui peuvent venir compléter le montage financier à travers des aides financières, des exemptions ou autres. Donc, je voulais juste le préciser. On peut rarement réaliser des projets avec l'aide du provincial sans avoir une contribution municipale. Puis là, on peut imaginer toutes sortes de configurations, mais je vous dirais que, évidemment, si on demandait de l'aide exclusive du fédéral, disons qu'on arrive avec un projet qu'on est capable de financer en bonne partie par le fédéral sans l'aide du provincial, je crois qu'on aurait le réflexe de suggérer au municipal de continuer de participer dans l'exercice financier pour y arriver. Donc, quelles sont ces aides? Bien, évidemment, il y a la contribution financière directe de la municipalité sous forme de subvention. Euh, Vous pouvez imaginer que ça représente vite beaucoup d'argent. Donc, toutes les municipalités, surtout les plus petites, ne sont pas nécessairement en mesure d'avoir l'argent sonnant trébuchant pour contribuer au montage financier du projet. Et c'est là donc qu'elles vont venir
que vont venir s'ajouter d'autres outils, d'autres aides, notamment le crédit ou le congé de taxes temporaire ou définitif. Certaines organisations qui ont un statut d'organisme de charité peuvent accéder à un congé de taxes foncières définitive si la cour administrative municipale, je ne sais pas si je la nomme adéquatement, euh, accorde ce droit d'exemption-là. Mais autrement, une municipalité peut accorder un crédit partiel ou un congé partiel, disons 50 ans, pour aider à la viabilité du projet et la valeur de ce congé de taxe est calculée dans l'aide financière de la municipalité. Dans certains cas, des villes ou des regroupements de villes ont mis sur pied des fonds. Donc, dans la grande CMM, les MRC qui font partie de la SCMM, elles contribuent à un fonds et le jour où se développe un projet immobilier sur leur territoire, disons mettons, je sais pas moi, Sainte-Thérèse, ben la Sainte-Thérèse a le droit de prendre sa quote-part pour financer le projet. Dans les MRC des Laurentides, des Hautes-Laurentides, on n'a pas nécessairement ce mécanisme-là, mais on pourrait avoir quelque chose qui s'y ressemble. Il s'agirait que les municipalités poolent l'ensemble des ressources, puis décident de dire, ben, le premier qui aura un projet ira piocher dans la caisse pour pouvoir ajouter à l'aide financière du projet. Ça pourrait faire partie des mécanismes qui sont envisagés. Évidemment, ça prend un certain temps colliger toute l'énergie, tous les argents nécessaires pour financer un projet. Donc, on peut imaginer que 82 municipalités de la CMM sont capables de lever plus rapidement les sous nécessaires pour aider Longueuil, Terrebonne, Laval dans le financement de leurs projets. Dans les MRC, on pourrait avoir des enjeux différents de ce côté-là. J'ai souvenir qu'on a des collègues en Gaspésie qui ont réussi à mettre une espèce de fonds d'accélération sur pied justement en sollicitant les différentes municipalités euh, à contribuer dans un fonds commun. Bon, la réserve financière, c'est un petit peu la même chose, mais à travers la taxe. Donc, évidemment, les villes ont des pouvoirs et peuvent décider d'allouer une portion de la taxe foncière à ce fonds ou à cette réserve financière là, dont on parlait au PICO plus haut. La réserve foncière, ou donc en fait plus spécifiquement, la cession de propriété municipale s'avère être elle aussi un des mécanismes de contribution financière. Donc, si par exemple la valeur marchande d'une propriété est évaluée à 1 million de dollars, et que la ville fait une cession de la propriété à 500 000, bien, elle vient de faire une contribution de 500 000 dollars au projet indirectement ou en fait très directement à travers l'accès à la propriété. Donc, ça fait partie des aides additionnelles que les villes peuvent décider de faire. L'acquisition de gré à gré, oui, effectivement, euh, les villes peuvent décider d'acquérir soit à travers un droit de préemption, soit directement dans le cadre d'une négociation, l'acquisition de terrain. Donc là, c'est une constitution de réserve foncière. Puis ensuite de ça, effectivement, vendre en bas de la valeur marchande, vendre à la valeur au livre, ou même céder sous forme d'amphithéose. Tous ces mécanismes d'accès à la propriété peuvent s'avérer être des aides financières euh, que les villes peuvent octroyer à des organismes à but non lucratif que nous accompagnons dans le cadre du financement de leurs projets. Les autres outils, ben, outils réglementaires, évidemment, les organismes ont accès, c'est-à-dire les municipalités ont accès à des leviers réglementaires qui permettent l'introduction ou la mise sur pied de projets de logements sociaux communautaires. Donc, dans certains cas, on fait appel à un plan particulier d'urbanisme. Donc, si on veut amener des dérogations spécifiques, ou un règlement plutôt particulier d'aménagement où on va vouloir insérer une proportion de logements sociaux et communautaires sur une grande friche, disons industrielle, qu'on veut requalifier. Les règlements d'urbanisme comme tels en soi sont des outils contrôlés par les municipalités. Euh,
À Montréal, on a un règlement sur l'amélioration du logement social et abordable qu'on appelle le règlement sur la métropole mixte. Bon, la nouvelle administration qui est arrivée en poste suggère une révision de ce règlement-là, mais ce règlement-là, avant qu'il existe, avant ça, il y avait une stratégie d'inclusion qui était à chaque fois qu'un promoteur immobilier privé demandait un changement de zonage pour permettre le développement d'un projet immobilier, ben, la monnaie d'échange de l'arrondissement ou de la municipalité, c'était de demander l'inclusion de 15% de logements sociaux et communautaires sur l'ensemble du projet immobilier développé par le promoteur. Ça l'a inspiré, le compte tenu que tous les arrondissements et les municipalités sont allés avec leur propre ratio, ça l'a inspiré un règlement. Ce règlement, bon, on en a profité pour inclure du logement famille, etc. Donc, évidemment, là, ça devient à un moment donné peut-être contraignant pour des promoteurs immobiliers privés, mais l'esprit, par contre, est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, réglementer pour favoriser le logement social et communautaire, ce que ça permet, c'est au fond d'avoir une règle qui est la même pour tous les développeurs sur le territoire. Plus récemment, on a vu arriver, et puis là, je suis vraiment pas un urbaniste, donc ça va être très limité, mais on a vu arriver des mécanismes de zonage qui permettent aux municipalités, justement, autre que les règlements, de, de, de favoriser l'inclusion de logements sociaux et communautaires sur leur territoire. Donc, le zonage incitatif en est un. Donc, c'est un mécanisme qui permet d'assouplir des règles de zonage qu'on accorde à des promoteurs immobiliers, donc par exemple une densification, en échange de la réalisation de projets d'intérêt public. Là, ici, c'est du logement social, mais ça pourrait être la même chose pour d'autres intérêts que la municipalité a. Donc, la municipalité pourrait décider de dire, je te permets de densifier ou de déroger ouais, au coefficient d'occupation du sol, d'aller en hauteur, bon, peu importe, là. Si en contrepartie, toi, promoteur, tu fais tel effort, notamment celui d'inclure du logement social ou de faire de la place pour du logement social ou de céder une propriété que tu as pour du logement social. Le zonage différencié, lui, permet un assouplissement des normes que les promoteurs immobiliers de logements sociaux, pour les promoteurs immobiliers de logements sociaux. Donc, nos coop, nos OBNL pourraient avoir des assouplissements, par exemple, je ne sais pas, moins de cases de stationnement exigées parce que les populations qu'on dessert n'en ont pas de besoin, ont besoin de moins de cases. Donc, le règlement de zonage n'est pas fait spécifiquement pour des promoteurs immobiliers de logements sociaux ou abordables, mais le zonage différencié permet par contre les municipalités de la souplesse. Donc là aussi, densité pour permettre de viabiliser le projet ou autres aménagements, réduire les espaces de verdissement ou réduire les espaces de stationnement parce qu'on a trouvé des solutions de mutualisation de stationnement. Donc, tous ces outils, on a dit les outils politiques, les outils financiers, les outils réglementaires, sont des outils que les municipalités ont dans leur boîte à outils et qui nous servent qui nous servent vraiment beaucoup, évidemment, dans le développement de projets de logements sociaux et communautaires. Je m'en vais vers une conclusion pour vous dire par contre qu'il y a quand même des enjeux. Puis là, ben, ces enjeux sont sont à prendre en considération, notamment par les municipalités et les MRC, puisqu'elles font partie des partenaires très près des OBNL et des coops et des offices qu'on accompagne dans le développement de nos projets. Premier enjeu, un des plus névralgiques, c'est la question du financement. Donc, j'ai dit tout à l'heure que pour réaliser nos projets, on a besoin de subventions publiques, qui viennent du provincial, du municipal dans une certaine mesure et du fédéral. Donc, évidemment, si on n'a pas de prévisibilité, si on ne voit pas budget après budget du financement disponible sous forme de subventions pour qu'on puisse réaliser des projets, puisque ces projets, ça prend pas 6 mois les faire, mais ça prend des années, on aura bien du mal à aider les municipalités à se doter de fonds justement arrimés à ces prévisions financières. On aura bien sûr aussi du mal, nous, à développer nos projets de manière continue. Donc,
Actuellement, le mode de fonctionnement de la plupart des gouvernements, c'est celui d'appel à projet. Donc, on dépose en bourrée, si vous voulez, lorsqu'il y a des appels à projets, une série de projets sur lesquels on travaille à risque avec des coop, des OBNL qu'on accompagne. Puis, tirer au hasard, ou en tout cas en fonction de l'état d'avancement, certains projets seront sélectionnés par rapport à d'autres. Donc, évidemment, si on pouvait déposer en entrée continue au fur et à mesure que nos projets sont mûrs pour être analysés par des programmes de subvention, on préférerait ça, bien entendu. J'ai perdu ma page, je continue. Euh, Tout à l'heure, je vous ai mentionné brièvement, vous avez vu là, la kyrielle de programmes principaux, parce que à ça, il y a plein d'autres programmes, des programmes de financement à l'efficacité énergétique, des programmes, des programmes d'aide aux personnes qui ont besoin de services, etc. Donc, toute la question de l'enjeu de la coordination des programmes et de la cohérence de leurs clés d'entrée est un enjeu auquel nous, on fait face comme développeurs. Mais les municipalités qu'on sollicite vont elles aussi comprendre que ça devient un peu leur tasse de thé à elles aussi, parce qu'au fond, elles ont peut-être budgété la contribution pour un projet à l'année 2024, puis finalement, parce qu'on a des enjeux de coordination, de disponibilité de fonds dans les différents programmes qu'on sollicite, ben, leur argent devra leur contribution devra la reporter à l'année suivante. Donc, au fond, elles sont prises elles aussi un peu dans ce jeu de coordination des différents programmes. Et puis, ben, vous imaginez bien qu'à chaque changement de gouvernement, on va vouloir ajouter sa touche, sa couleur au programme de financement. Donc, on vit constamment avec des révisions de programme en ce moment, ce qui n'aide pas à l'atteinte de notre 20% de logements abordables hors marché, portés par des organismes qui visent à réaliser du logement hors marché. Donc, c'est un défi que d'aider tous les partenaires financiers à s'arrimer en termes de vision et d'objectifs. On y arrive, mais c'est pas sans énergie importante à investir. Le changement d'échelle des OBNL et des coopératives est aussi un enjeu important. Euh, L'ancienne ministre responsable de l'habitation, Madame Duranceau, je crois, et elle n'était pas la seule d'ailleurs, à un moment donné, a nommé le fait qu'il y a beaucoup d'OBNL et de coopératives qui existent déjà dans l'écosystème de l'habitation sociale et communautaire au Québec et que ce serait bien de travailler avec moins d'entités, mais que ces entités reviennent voir les gouvernements avec une première, deuxième, troisième, quatrième phase. Euh, la raison est évidemment, en termes de gestion de fonds, c'est plus simple, mais la raison est aussi que, le suivi en exploitation, puisque l'argent qui vient sous forme de subvention vient avec des conventions, ces conventions doivent être suivies par les différents bailleurs de fonds. Puis, ben, il y a des organisations qui sont en redressement, il faut se le dire. Il y a des coopératives et des OBNL qui ont besoin d'aide à un moment donné dans le cours de leur vie. Certaines vont très, très bien à travers les âges, d'autres vivent des difficultés. Puis ben, ça aide pas vraiment à la bonne image de, du modèle coopératif ou du modèle d'OBNL. Donc, l'idée de professionnaliser, d'équiper moins d'organisations, mais de les structurer pour qu'elles soient en mesure de faire plusieurs projets, c'est une idée qui intéresse évidemment les bailleurs de fonds. À preuve, lorsqu'on dépose des demandes de financement, on nous demande de plus en plus d'éléments dès le départ, notamment les états financiers sur 2, 3, 4, 5 années. Donc, si j'ai une coopérative en émergence qui n'a pas d'expérience en exploitation, j'ai déjà un obstacle à l'entrée lorsque je viens défendre les besoins des membres de la coopérative quant à leur projet, puisque au fond, je ne suis pas capable de prouver l'expérience que l'organisme n'a pas encore acquis. Même chose pour des OBNL qui veulent créer une nouvelle réponse pour un nouveau besoin. C'est un défi. C'est un défi. Il y a personne qui dit que les besoins ne doivent pas être répondus, mais il y a des logiques de programme et de financement qui viennent quand même progressivement contraindre le nombre de joueurs qui sont éligibles à ce financement-là. On peut prendre, pour exemple, les offices municipaux qui se sont récemment regroupés là, sur le territoire des Laurentides. Deux offices maintenant existent et ont regroupé la plupart des offices qu'on avait dans nos municipalités.
Cette logique-là, elle existe partout au Québec. Puis c'est justement pour rendre plus efficace, professionnaliser, faire des économies d'échelle. Donc, c'est toute cette logique-là qu'il y a derrière. Donc, ça fait partie d'un challenge que l'écosystème vit en ce moment. Je dirais que les fédérations d'OBNL et les fédérations de coop accompagnent les coop et les OBNL justement dans cette restructuration-là, favorisent la mutualisation de services. Donc, je dirais, on est en bonne voie, mais ça fait partie quand même des défis qu'on a à relever. Dernière affaire et non la moindre, le gouvernement du Québec, dans cette logique de reconnaissance d'entités un petit peu mieux équipées, qu'on va dire intégrées verticalement, c'est-à-dire qui sont à la fois propriétaires, développeuses et exploitantes, euh, a identifié, ou le gouvernement du Québec a identifié quelques entités qui ont un statut de développeur qualifié, donc il va ces organisations vont revenir voir le gouvernement avec des propositions de financement. Prenons pour exemple la Société de développement Angus ou bien Unitainée et d'autres organisations. Là, Bâtir en fait partie à travers quelques projets qu'on a réussi à financer dernièrement. Donc, cette logique est une logique justement où on va demander à ces organismes, ces porteurs, de faire des efforts au niveau de leur montage financier, de mettre à disposition de l'équité. On se rapproche d'une logique de financement de projet comme on le fait dans le privé, où ce qu'on doit être en mesure de cautionner davantage nos projets, où on va inclure du logement plus près du marché pour aider au financement du logement abordable. C'est le contexte dans lequel on est, puis ça me permet de glisser vers la logique de portefeuille de projet. C'est rien de nouveau. Vous investissez de l'argent en banque, vous savez que on va vous suggérer d'investir dans un portefeuille d'investissement. Mais c'est la même chose en habitation. Un portefeuille, ça le dit bien, plusieurs projets. Donc, Maison Canada, qui est le nouveau partenaire avec lequel on devra travailler au fédéral, souhaite recevoir des propositions sous forme de portefeuille. Ça veut donc dire plus d'un projet, plus d'un projet porté idéalement par une même entité qui a une vision de développement sur son territoire, ou plusieurs projets qui sont à peu près de même nature, portés par différentes entités. Donc, on va avoir un défi de présenter les projets à plus haute échelle pour être en mesure de vendre, au fond, une réponse à un besoin. Le besoin étant toujours loger des ménages à faible et moyen revenus. Donc, cette logique de financer un projet à la fois, ben, elle est mise au challenge, au fond, par des entités qui disent, ben moi, je veux pas faire une analyse d'un projet à la fois, je veux faire une analyse de portefeuille, puis je veux financer sur le territoire d'une MRC ou pour une même entité une série de projets. Et donc, on a un défi sur la manière dont on va arrimer les besoins pour être en mesure de présenter ces portefeuilles-là selon les opportunités qui vont se présenter. Donc voilà, je pense que ça fait le tour de ma présentation.